J'ai vraiment travaillé là-dessus pour me dire que finalement, plus on va rentrer dans la zone de l'autre, plus on va pouvoir aussi transmettre et faire comprendre nos idées et les faire accepter. Moi, j'aime bien le débat. Et donc, plus on va être percutant et on va gagner. Des rencontres où j'ai rencontré Dominique Vidal et qui m'a dit « Mais Stéphanie, t'as tout le potentiel pour monter ta boîte, vas-y ». Et en fait, ces quelques mots, venant de cette personne que je respecte énormément, ça m'a donné la confiance d'y aller. J'ai tellement eu peur de manquer d'argent quand j'étais petite que même aujourd'hui, cette peur-là, elle est toujours là en fait. Mais on est quand même dans le pays le plus avantageux du monde, donc profitons-en et célébrons-le. Célébrons-le plutôt de lui cracher à la gueule en permanence. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir. On enregistre, on est le 8 mars. Ouais. Journée de la femme. Exactement. Entre hier et aujourd'hui, j'ai enregistré que avec des femmes. Et les prochains épisodes sont que avec des femmes. Je suis ravie. Et la première question que je vais te poser, avant même de te demander de te présenter, parce que je l'ai fait un peu dans l'introduction, mais tu le sais pas encore, c'est... Est-ce que tu es à l'aise à parler des sujets d'argent ? Bon... Je sais pas si je dirais si je suis à l'aise ou pas à l'aise. T'en as pas l'habitude en tout cas. Oui, parce que c'est pas ma passion, c'est pas mon truc. Donc ça me dérange pas quoi. Et puis à partir du moment où tu es entrepreneur, tu parles beaucoup d'argent, pour aller faire des levées de fonds, tu parles beaucoup d'argent avec tes collaborateurs pour leur salaire, tu parles beaucoup d'argent avec tes clients pour les bons de commande. Donc, ça fait partie du système. Ouais. Voilà. Moi, comme beaucoup de gens, je t'ai découverte à la télé. Il y a quelques semaines, sur M6, qui veut être mon associé, était ce qu'on appelle une femme de l'ombre, un petit peu, en fait. Moi, je suis assez intriguée par qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneuse dans la lumière, tout d'un coup. Alors, en l'occurrence, là, plutôt avec une casquette d'investisseuse. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie... de passer de l'autre côté? Alors, je dirais, j'étais fan de l'émission. 2, c'était le bon timing aussi. Moi, j'avais vendu Kappa. Ouais, on va en reparler. Et donc, tant que j'étais chez Kappa, j'ai jamais investi dans une autre société. D'abord, j'avais pas d'argent. Et puis ensuite, j'avais pas le temps. Et 3e point, je me disais que par rapport aux 4 mousquetaires que sont Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Marc Simoncini, je pensais que je pouvais apporter d'autres aspects de l'entrepreneuriat. Voilà, une autre façon d'entreprendre et de réussir. C'est les 3 raisons principales pour lesquelles j'ai accepté de faire Qui veut être mon associé. Et puis après, c'est quand même une expérience unique dans la vie, d'avoir des journées réservées où tu vois des entrepreneurs, alors sans savoir qui tu vas voir. Donc tu vois, il y a aussi l'aspect un peu pochette surprise, parce que quand on arrive sur le plateau, on n'est absolument pas au courant de la société qui va se présenter, du profil des entrepreneurs, du secteur, du prix, rien. Donc, ce côté pochette surprise à rencontrer des gens que peut-être j'aurais pas eu la chance de rencontrer rapidement ailleurs. Et puis voilà, de voir autant d'innovation, d'audace, de courage. Honnêtement, c'est aussi un gros booster d'énergie, cette émission. Donc, j'ai adoré la faire. Et pour toi, du coup, qui avait peu investi dans des boîtes auparavant, enfin, autres que les tiennes, tu vois, dans un rôle d'investisseur, cet exercice, ça dure 1 heure, 1 heure et quart à peu près, les pitchs. Cet exercice, tu l'as vécu comment ? Ça a été facile de rentrer dedans ou... Alors en fait, j'ai été très stressée parce que j'avais peur, je pense, de mal expliquer si je souhaitais investir et de mal expliquer si je ne souhaitais pas investir. Voilà. Parce que moi, je suis entrepreneur depuis très longtemps. Je sais à quel point c'est difficile. Ça te prend ta vie, quoi. Ton cerveau, ton cœur, tes poumons. Et donc, je respecte énormément les entrepreneurs dans tous les secteurs. Parce que je trouve qu'une des valeurs les plus importantes aujourd'hui qu'il faut remettre à l'ordre du jour, c'est le courage. Et donc, je suis très respectueuse de tous ces hommes et ces femmes, quoi. Parce que tu trouves qu'on
manque de courage. On est quand même dans un pays où tout le monde gueule et râle en permanence, quoi. C'est insupportable. On est le plus beau pays du monde, le pays social le plus abouti, avec le plus d'aide, le pays où les entrepreneurs sont le plus aidés. Donc on peut pas faire plus, quoi. À un moment, on peut pas faire plus. On est le plus beau pays. On est le plus beau pays du monde. Pour moi, je suis une fidèle supportrice du pays France. Voilà, et donc oui, c'est vrai que moi j'en ai marre d'entendre des gens qui gueulent tout le temps, qui sont jamais contents. Moi je dis encore une fois, les frontières sont grandement ouvertes, allez voir ailleurs. Voilà, et donc je suis très très admirative de tous les gens qui entreprennent, mais on peut aussi entreprendre dans sa vie personnelle. Par exemple, en ayant des enfants, c'est une grosse entreprise. On peut entreprendre en écrivant un livre, on peut entreprendre plein de choses en construisant sa maison. Voilà, donc tous les Français et les Françaises qui ont ce courage à un moment de sortir de leur zone de confort et d'entreprendre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, vraiment bravo, quoi. Bravo. Et il n'y en a pas tant que ça. Non. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y en ait pas tant que ça. Tu vois, tu disais, on est dans un pays extraordinaire et qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est que c'est un pays qui est tellement protecteur et on a besoin aussi de protéger, mais quand l'État joue aussi bien son rôle d'amortisseur social, de fait, effectivement, ça crée un petit confort. Et peut-être qu'il y a des gens dans ce pays qui ont moins faim. Tu vois, peut-être que collectivement, on a moins faim qu'à d'autres endroits du monde où on a moins le choix et on a moins de protection. Donc, pour moi, c'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Pour rester en France, souvent on dit oui, parce qu'il y a des jeunes qui sont nés dans un milieu favorisé ou très favorisé, c'est plus facile d'être entrepreneur. Et en fait, tu as dit quelque chose qui est très important pour moi, c'est que moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je suis pas du tout née dans un milieu comme ça. Et en fait, j'avais faim. On va en parler. J'avais faim. Et donc, le fait d'avoir faim, c'est un moteur extraordinaire. Ouais. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que cette barrière du milieu, alors, je vais mal le dire, mais elle existe plus tant que ça, parce que, encore une fois, on est dans un pays où on peut entreprendre assez facilement. Alors après, tout le monde ne peut pas le faire, ça dépend de sa situation personnelle, du bon timing, etc. Mais il y a quand même il y a des gens aussi qui peuvent être salariés, avoir une très belle carrière, très belle carrière de salarié, tout à fait successful avant. Tout à fait. Donc il y a aussi, moi je respecte aussi toutes les personnes qui sont salariées en France parce que elles vont d'abord elles font souvent tous les boulots, tous les métiers. Moi je respecte aussi tous les métiers. Pardon, je respecte beaucoup de choses moi. Je suis très respectueuse, je respecte mon pays, je respecte tous les avantages qu'on a, je respecte la liberté qu'on a, je respecte tous les Français qui entreprennent et je respecte tous les gens qui ont fait. Donc voilà, moi je suis très positive et très optimiste. Alors ça peut être très déroutant, mais c'est ma nature depuis toujours. Donc voilà, j'ai souvent la pêche, la niaque, il y a très peu de choses qui m'arrêtent. Ah, la niaque, on le sent. Mais rien que là, tu m'envoies une énergie de dingue, j'adore. Merci pour ça. Mais, pour clarifier, est-ce que du coup, tu vois, le message de quand on veut, on peut, tu y adhères ou pas totalement? Moi, j'ai l'impression de traduire ce que tu as dit là-dedans, mais peut-être que je me trompe totalement. Alors, j'y adhère dans la majeure partie des cas. Ouais. Après, je reconnais que voilà, y a des personnes en situation de handicap, par exemple, c'est compliqué, même si tu veux de faire des choses. Alors oui, il y a des cas d'exception, mais tout devient quand même tellement difficile. Donc moi, je connais un peu ça parce que ma maman elle a eu des problèmes de surdité très jeune, et puis elle est en fauteuil roulant depuis quelques années. Je vois à quel point, quand tu es en fauteuil roulant, tout devient compliqué. Difficile, ouais. Aller aux toilettes, c'est compliqué. S'habiller, c'est compliqué. Donc, il y a quand même des moments où, comme je te disais, il faut aussi un alignement. Et voilà. Mais on est quand même dans le pays le plus avantageux du monde. Donc, profitons-en et célébrons-le. Célébrons-le plutôt de lui cracher à la gueule en permanence. Voilà. Alors justement, tu disais que tu venais d'un milieu pas favorisé. Donc toi, tu as grandi en banlieue parisienne. Oui, à Vitry-sur-Seine. Ouais. Moi aussi, j'ai grandi en banlieue parisienne. D'accord. Mais je pense que j'ai venais d'un milieu plus middle class que toi. Moi, ouais. Ta maman était secrétaire, c'est ça ?
Et tu as pas ou peu grandi avec ton papa? Voilà. Non, parce que ton papa est décédé. C'est ça. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une transfuge de classe ou pas? Alors, pas du tout. Ah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, j'ai pas ces notions-là. Tu vois pas la vie sous forme... C'est ça que tu veux dire? Tu vois pas du tout la vie sous forme de... Il y a des classes et il faut passer les étages, quoi. Non. Pour moi, il y a des gens intéressants ou pas. Donc, j'aime bien les rencontres. Et tu rencontres des gens intéressants dans tous les milieux. Parce qu'il faut parler comme ça. Là encore, il y a un système. Donc, soit on hack le système... C'est compliqué, ça prend du temps et souvent on n'y arrive pas. Soit quand on est dans le système, voilà. Non, parce que en fait, moi je me rends compte que d'abord j'ai travaillé très jeune. J'ai donc payé ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai payé mes études. Ensuite j'ai commencé à travailler. Parce que la trouille que j'avais petite, c'était de ne pas avoir de toit sur la tête. Je sais pas, tu sais, c'est pareil, c'est des insécurités. Ouais, voilà, d'enfants. Et donc, moi, mon truc, c'était vraiment de me dire, Steph, il faut vraiment que tu aies un toit sur la tête et que ta mère, elle ait un toit sur la tête. Voilà. Donc, ça a été mon moteur pendant très longtemps. Et après, quand j'ai découvert Internet, mon moteur, ça n'a plus été ça. Ça a été vraiment l'entrepreneuriat et de pouvoir créer des choses. Parce qu'en fait, Internet et maintenant l'intelligence artificielle permet vraiment à des gens qui ne pensaient pas un jour avoir leur entreprise ou avoir leur commerce ou créer une vidéo, des choses aussi simples que ça avant qui étaient justement réservées à une élite parce qu'il fallait avoir de l'argent pour le faire. Aujourd'hui, ça a été complètement démocratisé. Donc le monde est en train de changer très rapidement. Et donc, moi, je vois pas le monde avec des classes parce qu'il y a des gens... ultra intéressant partout et il y a des gens ultra cons partout. Par exemple, j'allais un peu en vacances à Saint-Véran dans un tout petit village, plus haut village d'Europe, au-dessus de Briançon, avec ma tante. Et moi j'adorais parce que j'ai eu la chance de rencontrer Romain, le berger, qui vivait dans une maison où au rez-de-chaussée, d'un côté il y avait les bêtes et lui il habitait à côté, tu vois, dans sa cuisine avec son calendrier de la poste au-dessus et puis son poêle à bois où il chauffait à peu près. Voilà, donc tu voyais ce monsieur, t'aurais pu te dire c'est un plouc. En fait, pas plouc du tout parce qu'il connaissait la nature et les paysages et l'humain mieux que personne. Et puis à côté de ça, j'ai appris après plus tard qu'il avait plein de terres autour parce que c'était de famille. Donc voilà. Donc non, moi j'aime bien les gens qui ont des belles choses à raconter et à nous faire vivre et à partager. Voilà. Et ça, on en trouve partout. C'est une vision du monde qui a... Tu me la racontes et je me dis ça a dû forcément te servir à un moment donné, notamment à être hyper caméléon. Ouais, je suis très très caméléon. Parce que moi, quand j'ai donc pour préparer notre rencontre, j'ai écouté 3h30 de ton interview avec Mathieu Stéphanie, dans un autre podcast excellent. Et en fait, tu vois, tu racontais ta carrière, notamment tous les aspects, toutes les années où tu étais salariée et l'importance des rencontres que tu avais faites. Et je me dis, elle a une faculté incroyable à se fondre dans tous les environnements. Ouais. J'ai détecté ça de votre conversation, je me suis dit, elle est caméléon. Ouais, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Alors, je trouve que c'est une grande qualité et je pense que j'y arrive parce que je suis très curieuse. Donc, en fait, je m'intéresse à tous les sujets. Je m'intéresse à l'histoire, à la politique, à l'économie... à tous les secteurs économiques qui existent. Quand je vais voir mes clients, j'adore visiter leur usine, leur entrepôt parce que j'apprends plein de trucs. Mais t'as raison. Et c'est marrant que tu l'aies vu parce que souvent mes amis me disent en fait tu parles pas beaucoup. Et j'aime bien les écouter. Et donc je suis très très caméléon parce qu'en fait j'aime les gens quoi. Voilà. Donc, tu vois, j'ai rencontré Macron plusieurs fois, mais une fois quand il était ministre de l'économie, j'ai parlé avec lui normalement. Je rencontre des très grands patrons, je parle avec eux normalement. Et en fait, et je rencontre mon berger Romain, qui est décédé depuis, ou ma maman, qui est secrétaire, etc. Mais
Pour moi, il n'y a pas de classe entre nous, quoi. Et puis, les gens qui pensent ça, pour moi, sont pas très intelligents, donc ils valent pas le coup. Oh mince, non, mais tu vois, moi, c'est un truc sur lequel je travaille, c'est que moi, je suis facilement impressionnée par les gens qui ont une forme de réussite sociale dans la vie, tu vois. Et moi, je suis impressionnée de rencontrer des chefs d'entreprise. Alors, moi, je suis très impressionnée dans le monde de l'entrepreneuriat parce que je sais à quel point c'est dur. Et donc, du coup, je vais perdre ma capacité à rentrer en connexion, mon naturel, et je vais toujours avoir l'impression de déranger. Et c'est pour ça que moi, quand je t'ai entendue et que je me suis dit, elle a pas cette barrière-là. Parce qu'en ce moment, moi, je travaille vachement là-dessus, tu vois. Je me suis dit, elle a pas ça. Quand tu décris ta carrière telle que je l'ai entendue dans cette interview, il y avait vraiment... il y a eu cette rencontre, il y a eu ce déjeuner, il y a eu cet échange, il y a eu ce truc-là... parle d'un échange avec Macron, je suis sûre que tu l'as abordé comme tu parlerais avec n'importe qui d'autre, en fait, avec beaucoup de naturel. Ce que j'ai pas cette compétence, et comme souvent dans la vie, quand on n'a pas des choses, des fois, eh ben, on trouve que l'herbe est plus verte ailleurs, et en l'occurrence, c'est une compétence que j'adorerais avoir. Alors, t'as raison, tu vois, un petit exemple, là, tu vois, quand j'ai appris que Tony Parker allait rejoindre le jury de Qui veut être mon associé, j'étais super contente parce que je me suis dit, voilà, c'est un des plus grands sportifs français de tous les temps, une carrière incroyable, mais j'ai pas eu peur. Au contraire, j'étais excitée. Et d'ailleurs, petit clin d'œil sur Tony, avant qu'il arrive, il m'a envoyé un petit message en me disant, Stéphanie, voilà, on va se connaître bientôt, je suis vraiment ravie de te rencontrer, qu'on vive cette expérience ensemble. Quoi, tu vois, la classe du gars, quoi. Voilà. Donc en fait, non, parce que alors, je pense que ce sentiment, là, je vais peut-être paraître un petit peu trop forte dans ma tête, mais ce sentiment, en plus, il a été renforcé par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quand tu deviens entrepreneur, que tu montes une boîte de zéro, où tu commences à écrire des textes, du code dans une cuisine, et que la boîte devient leader et est rachetée par le numéro 1 mondial, tu te dis, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. Mais parce qu'encore une fois, cette capacité d'écoute et de curiosité que j'ai, qui est vraiment ultra développée chez moi, je ne peux pas te l'expliquer, c'est comme ça, c'est inné. Moi, j'ai une soif d'apprendre, c'est-à-dire je m'ennuie très, très vite. Donc, je ne dors pas beaucoup. Donc, la nuit, je suis sur mon téléphone, je regarde énormément je lis beaucoup, je regarde plein de films, plein de séries. Et en fait, tout ça, ça me nourrit en permanence. Et plus je suis nourrie, plus j'ai envie d'être nourrie et de rencontrer encore plus de gens incroyables. Alors, il y a plein de gens qui sont incroyables, mais je me dis, au final, je vais dire un truc space, mais j'ai eu peur, quelquefois. Mais je sais, ça va faire rire du monde, mais parce que mes collaborateurs chez Kappa, ils le savaient. Je leur disais toujours, si vous avez trop peur, dites-vous que c'est un être humain comme vous et qui va aux toilettes le matin comme vous. Donc en fait, on est tous fait pareil. Et à nous, après, de faire de la chance qu'on a d'être en vie et d'être dans un pays comme la France, ce qu'on a envie d'en faire. Mais moi, j'aime bien les gens qui apportent le plus à la société, à l'économie, au pays, qui partagent aussi, qui savent recevoir et qui savent redonner. Voilà, donc en fait... Si je résume tout ça, je suis très curieuse. 2, j'adore apprendre. Et 3, il y a vraiment des gens extraordinaires partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis venue aussi te voir. Parce que je voulais échanger avec toi, qu'on se connaisse plus. Tu sais, ça fait déjà quelques... Ça ouvre des opportunités. Ouais, ça fait quelques semaines que je sais que on fait partie du même label, que du coup on connaît les mêmes personnes, qu'ils ont ton numéro de téléphone, et j'ai mis des semaines à me dire je vais lui envoyer un SMS. Alors il faut savoir que je réponds à tout le monde. Alors je suis toute seule, donc j'ai pas de stagiaire, de community manager, de boîte qui s'occupe de mon LinkedIn, voilà. Je suis toute seule, je réponds à tout le monde. Alors quelquefois ça prend un peu de temps, donc je suis un peu à la bourre, voilà. Et après, c'est aussi pour ça, tu vois, que je communique beaucoup sur les réseaux et et que j'ai créé mon podcast, parce que je me suis dit, c'est le moment aussi de repartager tout ce que j'ai appris pour aider le plus grand monde. Moi, voilà, ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est redonner. Voilà, j'ai reçu beaucoup et j'ai envie de redonner du plus que je peux le faire à mon tout petit niveau. Ok. Allez, revenons un petit peu sur le parcours. Ouais. Pareil, tu vois, il y a quelque chose qui... Tu dis de toi, d'ailleurs, que tu es une gentille fille, dans le sens où tu joues avec les règles. Enfin, tu vois,
scolaire, tu vois, un petit peu. Tout à fait. Tu sais, t'as un profil un peu scolaire. Moi, j'ai l'impression, j'ai reçu que à ce micro des gens qui disent pour réussir, il faut sortir du cadre, accepter d'être clivante. Comment t'arrives à concilier tu vois, un peu ce côté un petit peu scolaire et aussi qu'on peut revoir dans ton parcours, mais aussi quand même, j'imagine que tu vois, t'y vas quoi. Enfin, t'es scolaire, mais en même temps, t'as pas peur de déplaire. Et moi, c'est comme si j'avais l'impression que c'était pas compatible dans ma vision du monde. Je sais pas comment expliquer. Les gens scolaires, souvent, ils ont comme priorité numéro 1 de ne déranger personne, de déplaire à personne. Et j'ai l'impression que toi, tu fais pas du tout ça, en fait. Donc, t'as une manière d'être scolaire quand même assez atypique. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, bien vu. Oui, je suis scolaire dans le sens où, encore une fois, je trouve qu'on vit dans un pays où on a beaucoup de chance, donc je suis pas en rébellion, et surtout sur de la fausse rébellion. Alors, en revanche, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Et je me dis que plus on écoute les autres et plus on pose de questions, plus on va rentrer aussi dans leur zone à eux, et plus nos idées, ils vont comprendre nos idées. Donc en fait, j'ai été un peu rebelle quand même quand j'étais jeune. Ma mère, je me souviens, dès la 3e, 4e, 3e, elle appelait tous les parents en disant « Vous avez vu Stéphanie ?» etc. Donc j'ai vécu ma propre vie assez tôt. Mais j'ai compris avec le temps que en tout cas, l'agressivité ne sert à rien. J'ai certainement été agressive, certainement choqué des gens. Mais en fait, j'ai vraiment travaillé là-dessus pour me dire que finalement, plus on va rentrer dans la zone de l'autre, plus on va pouvoir aussi transmettre et faire comprendre nos idées et les faire accepter. Mais bon, et moi, j'aime bien le débat. Et donc plus on va être percutant et on va gagner. Ça marche, par exemple, dans le domaine commercial, on dit souvent à un bon vendeur, tu dois parler 20% du temps et écouter 80%. Bah, finalement, je le fais un peu partout comme ça dans ma vie. Dans la vie, oui. Ouais, voilà. Et ça marche de mieux en mieux. Et dans ta première partie de carrière, où, tu vois, tu fais un stage dans le groupe TF1, je crois, t'es repéré. Tu vois, il y a quelqu'un qui te dit non, tu devrais. En fait, c'est un peu souvent ça. On repère ton potentiel, etc. Ça a gêné personne. Ça n'a pas créé de jalousie. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit je vais faire. Oh là là, je vais. Non, parce qu'il n'y avait pas que moi qui étais repérée. Il y avait plein de. En tout cas, moi, j'ai adoré bosser dans le groupe Bouygues. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien rencontrer Martin Bouygues, parce que juste pour le remercier de ce que son père a fait, de ce que lui a su développer. C'est un groupe extraordinaire qui, en tout cas quand j'y étais, et j'y suis restée longtemps, avait vraiment cette envie de chouchouter ses collaborateurs. Et donc les bons, parce que c'est quand même un leader mondial. Donc tu chouchoutes pas les gens qui foutent rien, qui mettent le bordel, etc. Et de les faire grandir. Moi, je dis souvent, j'ai tout appris grâce au groupe Bouygues, quoi. Je changeais de poste tous les deux ans et demi. Donc dans la finance, le marketing, le commercial, la communication, le management. On m'a fait grandir pour avoir des équipes de plus en plus grosses. Voilà, donc vraiment un groupe extraordinaire, mais comme il y en a énormément, voilà, c'est 99,9% des sociétés. L'objectif du patron, c'est d'avoir des collaborateurs contents, qui vont grandir avec l'entreprise. Donc voilà. Et donc, non, il n'y a pas de jalousie, parce qu'en même temps, je pense que je sais aussi rassembler autour de moi. Je pense que c'est une autre de mes qualités. Tu vois, par exemple, là, je lance une nouvelle boîte, Volubile. Ouais. Donc, c'est un agent conversationnel qui parle et qui converse comme un être humain. Et qui va principalement être utilisé dans 2 domaines. Le commercial, on peut prendre des rendez-vous. La machine peut prendre des rendez-vous pour des commerciaux, par exemple, ou dans la relation client, bien évidemment, qui est un énorme marché. Bah là, j'ai fondé cette entreprise avec Julien Ross, qui était mon CTO chez Capa, donc mon collaborateur, mon salarié. Ouais.
Et aujourd'hui, on est cofondateurs, associés. Donc voilà, avec d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc je pense que ça, c'est aussi une qualité que j'aime bien, c'est savoir rassembler autour de soi les meilleurs. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, pas mal. Hein. Ça fait très sportif. J'adore. Moi, j'adore les valeurs du sport. C'est pour ça que tous les sportifs, je suis ultra respectueuse de leur parcours parce que là aussi, je sais à quel point c'est dur. Donc, et je me suis rendu compte, par exemple, avec Tony Parker, on a quand même vécu des journées ensemble. Ouais. Tu vois, le réflexe de Tony, dès qu'un entrepreneur pitch, à la fin, c'est de lui dire félicitations, bravo. C'est très à l'américaine. Oui. L'américaine, tu sais, c'est oh my God, voilà, tu félicites tout le temps et tout. Mais en fait, je trouve ça génial. Parce que ça fait plaisir, ça te touche, donc tu rentres dans la zone de l'autre. Pour autant, dans Shark Tank, ils sont pas du tout comme ça. L'équivalent américain. Oui, si, quand même, j'ai regardé quand même un peu. Si, ils font ils sont très. Oui, mais à l'école, aux États-Unis. Etc. Voilà. Donc, je trouve ça bien aussi, tu vois, de féliciter les gens, de leur faire du bien, quoi. Voilà. On est dans un monde où on a besoin de bien. Et j'essaie de le faire. J'y arrive pas toujours, mais j'essaie. Alors, là, vraiment, on va revenir sur ton parcours. Parce que j'ai dit ça tout à l'heure, on l'a pas fait du tout. Tu passes quand même une petite vingtaine d'années, du coup, dans le groupe Bouygues. 15 ans. Voilà, donc 15 ans en tant que salarié. Ouais. Tu rentres stagiaire. Ouais. Et tu termines à une direction. Ouais, je suis cadre dirigeant et je dirige... toutes les activités web d'Eurosport, donc il y a une centaine de personnes dans l'équipe. Et ce qui te fait passer ce qui te fait sortir de ça, ce qui te fait aller vers l'entrepreneuriat, c'est t'as l'impression que t'as fait le tour. Tu te dis pas, je vais aller dans un autre groupe, explorer d'autres choses? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai envie de changer le monde. Et quand tu es dans un grand groupe, même si tu progresses et même si tu arrives à des gros postes de direction, en fait, la création, tu peux créer, mais c'est pas comme quand tu commences from scratch, quoi. Ouais. Et là, j'avais cette envie de me dire, voilà, j'ai des idées, je vais les faire à ma façon, à ma manière, et puis je vais aussi me confronter, personnellement à cette aventure. Il y a des gens qui partent au pôle Nord ou qui montent le Kilimandjaro. Moi, c'était un peu ça, j'avais ce besoin-là. Et puis en plus, encore une fois, des rencontres où j'ai rencontré Dominique Vidal, qui est devenu après un des partenaires de chez Index, qui est un très très gros fonds dans les startups tech. Et que j'ai rencontré au moment où il était chez Yahoo et qui m'a dit « Mais Stéphanie, t'as tout le potentiel pour monter ta boîte, vas-y. » Et en fait, ces quelques mots, venant de cette personne que je respecte énormément, ça m'a donné la confiance d'y aller. Voilà. Donc c'est vraiment, toute ma vie, c'est que des rencontres. Ceci dit, il y a une transition entre les deux. Tu passes quelques années... Tout à fait. À Hambourg, chez Kype, dans une start-up qui a été rachetée par le leader américain. Là, expérience incroyable. Encore une fois, une rencontre où j'arrive à Hambourg avec ma jupe crayon, mes escarpins pour rencontrer le fondateur de la boîte. J'avais déjà rencontré les fonds d'investissement. Et j'arrive au bureau et le fondateur me dit « Viens Stéphanie, on va marcher ». Et en fait, on a marché 3 heures dans Hambourg, moi avec mes hauts talons. Mais en fait, ça nous a soudés, ça nous a rapprochés juste ces 3 heures-là. Et je savais que j'avais envie de bosser pour lui. Voilà. Donc vraiment, c'est... Pareil, voilà, quand t'aimes les gens, il y a des trucs qui se passent, des matchs qui se passent et c'est important, quoi. En tout cas, moi, ça a été à chaque fois de ma vie professionnelle des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait confiance, en qui j'avais confiance et qui m'ont aidé à prendre des décisions. Souvent, quand on passe longtemps dans le salariat, il y a cette peur de se lancer, qui est notamment... dû, et alors encore plus chez les femmes, mais au risque financier. Bien sûr. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Alors, il y a ces deux phases, du coup. Il y a, tu quittes le groupe Bouygues, tu rejoins Kype à Hambourg, et il y a ensuite, l'aventure Kype se termine parce que Kype est racheté, et puis là, tu montes Kappa. La première grosse aventure entrepreneuriale de ta vie, la deuxième étant en train d'être lancée en ce moment. Est-ce que ça s'est manifesté? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis wow. Alors, non. Parce que j'ai
pas d'enfant, parce que j'ai pas pu en avoir, et j'ai pas de gros besoins. Voilà. Donc, et après, chez TF1, Bouygues, Eurosport, je suis restée 15 ans, mais comme je changeais régulièrement de poste, j'avais des belles augmentations. Ouais. Et donc, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Ouais. Quand je suis partie à Hambourg, là, trouver un CEO qui accepte de tout quitter pour partir à Hambourg dans une toute petite boîte. Donc, les fonds d'investissement ont compensé en me payant très bien. Ouais. Et donc, j'avais mis cet argent de côté, sachant que mon premier objectif, c'était d'avoir un toit sur ma tête. Donc, j'avais acheté un petit appartement. Et là, je me suis dit, en fait... À Paris ou ouais, à Paris, ouais. À Paris. Et en fait, je me suis donc toujours dit, je mets de l'argent de côté parce que si un jour ça m'arrive, voilà. Et quand on a lancé Capa, en fait, on s'est pas payé les 3-4 premières années, on s'est pas payé. Et ensuite, on s'est payé 2 000 euros par mois. Parce que vous pouviez pas ? Ouais, parce qu'on n'avait pas levé beaucoup. On avait levé 1,7 million avec Partech et 360. Et donc, moi, j'avais assez vite compris qu'il ne fallait pas mettre l'argent dans nos salaires et dans les bureaux, parce qu'on fait beaucoup de start-up, mais qu'il fallait les mettre dans l'équipe. Pour ne pas en nommer. Voilà, et qu'il fallait les mettre dans l'équipe. Ouais. Donc, moins je me payais et moins j'avais des beaux bureaux, plus je pouvais recruter de gens. Et donc, plus je pouvais aller vite. Et donc, moi, j'investissais dans l'équipe et dans le produit, au final, pour vendre le plus rapidement possible le meilleur produit. Et tes associés, ils partageaient cette philosophie ? Complètement. Okay. Vous en aviez parlé, d'ailleurs, avant ? Bien sûr, bien sûr. Et juste, ça t'a pas posé de problème de te dire, il y a plein de gens qui sont, alors, du coup, mieux payés que moi, parce que moi, je suis pas payée. Et du coup, il y a toujours eu un plus haut salaire que toi dans la boîte ? Ouais. Ouais. Aucun problème. Ça, c'est dingue. Aucun problème, parce que oui, mais moi, j'avais des parts de la boîte. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Tu savais que c'était ça. Oui, mais en fait, si tu fais si tu fais un bel exit, tu sais que ton risque aura été super bien rémunéré. C'est sûr que si tu fais pas un bon exit, voilà. En tout cas, t'es beaucoup plus perdante que la plupart des salariés de la boîte. Mais pour faire un bon exit, moi, je pense qu'il faut investir aux bons endroits. Et les bons endroits, c'était pas les fondateurs, puisqu'on était déjà fondateurs. Donc, on savait qu'on était là et qu'on allait rester là. Donc, c'était pas les bureaux non plus, parce que tu peux faire des bureaux un peu sympas. Il n'y avait pas encore le télétravail quand on a fondé Capa, tu vois, c'était en 2011. Mais même là, pour Volubile, on loue des bureaux pas chers du tout. On a passé le concours du Crédit Agricole by CA à Bordeaux qu'on a gagné. Donc, les bureaux sont pas chers, super bien situés. C'est 2011, l'aventure qui se termine du coup en 2022. Alors, on a vendu la société à Adecco en septembre 2021 et je suis partie en mai 2022. Ok. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est que du paraître, tout ça. En fait, quand tu as de l'argent, il faut l'investir aux bons endroits, quoi. Et les bons endroits, c'est ton équipe. Voilà. Là, par exemple, Volubile, Julien et moi, on ne se paye pas. Alors oui, tu peux dire, ouais, Steph, t'as gagné un peu d'argent avec Capa, t'as entièrement raison. Et Julien, un tout petit peu, mais on a décidé les premiers mois qu'on ne se payait pas. Et puis en même temps, tu sais, c'est un curseur, quoi, c'est comment dire... c'est un élément assez bien parce que quand tu te payes pas, ça peut pas durer éternellement. Moi, je te cache pas que j'ai bouffé toutes mes économies chez Capa. Au bout d'un moment, heureusement qu'on s'en est bien sorti, tu vois. Donc, quand tu te payes pas, quand t'as pas des bureaux où t'as envie de frimer, etc., en fait, en tout cas chez moi, tu te concentres sur les vraies choses et les vraies choses, c'est le business, le produit et le business et l'équipe. J'adore, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée, c'est tout ça c'est du paraître. T'as vraiment je vois bien, en fait, t'as le désir profond d'aller à l'essentiel, de connecter avec les gens. En fait, c'est people before money. J'imagine que ça c'est hyper important pour toi, mais aussi c'est moi je m'en fous de l'argent, je veux voir la personne. Tu vois, j'ai vendu Capa. Alors tu sais, c'est marrant parce que il y a eu une anecdote qui est sortie où Steve Jobs, il s'habillait toujours pareil parce qu'il disait « j'ai pas le temps ». C'est exactement mon cas. Alors je sais, il y a des moments où... Alors j'aime vraiment les jolies choses. J'aime aller dans des musées pour voir des peintures incroyables, des sculptures incroyables. La Pietà, par exemple, c'est juste des trucs de ouf. J'aime voyager.
j'aime les beaux vêtements. Mais en fait, je les regarde. Je sais pas comment t'expliquer. Je les regarde, j'apprends. Tu vois, par exemple, j'adore regarder les défilés de mode. Mais derrière, je vais aller voir l'histoire des créateurs. Je vais essayer de trouver dans des émissions de mode pourquoi le thème de la collection, c'est ça cette année. Mais en fait, je regarde de loin. Je sais pas comment t'expliquer. D'ailleurs, tu vois, on a vendu Kappa, je m'habille chez Zara, quoi. Alors je sais, les gens vont se dire ouais Steph, machin, mais en fait j'aime bien, c'est pratique. Alors après j'ai quelques jolies robes, j'adore les chaussures, donc j'ai quelques très belles paires de chaussures. Mais alors j'ai tellement peur de les abîmer parce que dans Paris t'as des trous partout, donc ça te flingue les talons de tes escarpins, donc ça m'énerve à un point tu peux pas t'imaginer. Voilà, mais je prends le métro parce que dans le métro je vois des gens. Je vais chez ma mère en RER tous les week-ends à Vitry-sur-Seine. Ça, je l'ai dit souvent, mais c'est la réalité, quoi. Donc, tu prends majoritairement le métro à je prends jamais de taxi parce qu'en fait, j'ai pas été élevée comme ça. Je suis pas habituée comme ça. Encore une fois, ça veut pas dire que j'aime pas, mais en fait, je trouve que c'est une perte de temps. Ouais, je suis vraiment... En fait, quand t'es... Il y a des choses que t'aimes depuis petit, puis il y a d'autres que t'aimes pas. Et moi, ce que j'aime, c'est faire les choses. Voilà. C'est-à-dire par exemple, j'aime bien avoir le dernier ordinateur pour être ultra performant sur dans mon boulot. Mais m'habiller, c'est vrai que j'aime très bien m'habiller quand j'ai des soirées ou tu vois, à la télé et tout. J'adore me faire maquiller, j'adore me faire coiffer. C'est des moments de douceur. J'adore me faire masser. Voilà. Mais tu vois, j'en abuse pas, quoi. Et je délecte. Moi, mes plus beaux moments, c'est quand je suis sur le bassin d'Arcachon et que je regarde le soleil se coucher. Voilà. Donc, en fait, le business, l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de part dans ta tête, en tout cas dans la mienne. Et donc j'aime bien les bons moments avec les gens, mais revenir à la vraie vie, finalement, ça fait vachement de bien. Tu vois, boire un café avec un pote, comme ça, à une terrasse de café. Ouais, donc... c'est un moyen pour toi. Moi, l'argent, c'est la liberté pour moi. L'argent, c'est ça. C'est pas m'acheter des trucs... voilà, puisque moi, ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Je m'épanouis vraiment dedans. J'adore l'adrénaline. Donc, je l'ai trouvé là tous les jours, au niveau où mon corps et ma tête en avaient besoin. Et pour moi, l'argent, c'est vraiment la liberté, en revanche. Et la vie simple que tu décris, c'est parce que tu sais profondément ce que tu aimes et donc tu as juste envie de faire ce que tu aimes. C'est aussi éventuellement un moyen pour rester connecté au monde parce que quand on parle de tech toute la journée avec que des gens qui... Exactement. En fait, il y a ce truc de... on est dans un entre-soi, on est dans un écosystème et un écosystème, c'est très renfermé aussi sur soi. Ça, c'est ma plus grande force. Tu vois, même quand je parle avec des hommes politiques, par exemple, je me rends compte à quel point ils sont déconnectés, quoi. Et en fait, quand tu leur parles vrai et que tu leur parles... je suis sûre que Attal, je le connais pas, mais je suis sûre que Attal, il a kiffé de rencontrer des agriculteurs. Parce que peut-être que... Alors, il en avait certainement rencontré. C'est des gens intelligents, somme toute, tous, d'ailleurs, de tous les partis, ils sont extrêmement intelligents. Mais c'est ça qu'ils perdent. C'est ça qui perdent. Et en fait, je pense que tu peux pas être un bon entrepreneur quand tu comprends pas la vraie vie des gens. En tout cas, dans mon métier à moi, si tu veux, je pars toujours d'un problème des gens. Et en général, ça marche. Parce que quand tu résous un vrai problème, par exemple, l'intérim. Quand on a lancé Kappa, au début, on était un job board. Parce que t'as pas toujours la bonne idée au bon moment. Tu vois, c'était un job board où les gens s'inscrivaient pour aller voir des annonces d'emploi. Et quand on a pivoté sur l'intérim... D'ailleurs, il y avait un différenciant à l'époque, finalement. Ouais, on utilisait des algorithmes de matching et de machine learning. Donc l'idée, c'était d'avoir un meilleur matching pour... Tout à fait, fait par une machine et pas par un être humain. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a pivoté sur le marché de l'intérim. Et en 2016, on est devenu la première plateforme d'intérim digital. Et tu peux te dire, OK, mais en fait, notre obsession à Olivier Zir et à moi, mon cofondateur de l'époque, c'était de résoudre le problème des gens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Tiens, tu vas te marrer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le premier truc qu'on a fait, on est allé dans des agences d'intérim. Donc, on se faisait passer soit pour des gens qui avaient besoin de recruter, soit pour des intérimaires.
Et alors là, t'as tout. Vous avez fait des boulots intérimaires pour voir ce que c'était que... Ouais, mais bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr. Et puis en plus, on se marrait, quoi, tu vois. Mais alors, pas longtemps, hein, 1 heure par-ci, machin. Pas trop incognito là-dedans. Non, mais bien sûr. Mais bon, là, je peux te dire que tu comprends tout de suite où sont les problèmes. Mais en fait, souvent, les gens oublient, quoi, les équipes et tout ça, oublient les vrais problèmes. Moi, j'adore, moi, j'adore vivre dans la vraie vie. C'est ma force, c'est ce que j'aime. Voilà. Mais après, vivre aussi des nouvelles expériences, c'est cool, quoi. Tu vois, qui veut être mon associé, c'était une nouvelle expérience et c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a... Alors, t'as revendu Kappa en 2021. Vous êtes 2 associés. T'as encore combien de parts de la boîte à ce moment-là ? Alors ça, je crois que j'ai pas le droit de le dire. Ah ouais, parce que on est 2 associés. On peut faire et ouais, exactement. On peut faire des associés. Le montant du rachat, je crois qu'il est public. Ouais, il est un peu moins de 100 millions. Okay. 65 plus une trentaine de millions d'earn-out. Okay. Donc un tout petit peu moins de 100 millions. Et donc effectivement, si tu alors on était 2 associés. Parts, c'est facile. Ouais, on était 2 associés et plus des fonds d'investissement. Partech, 360 et Index. Ok. Voilà. Mais oui, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent pour Olivier et pour moi. Beaucoup, ouais. Je lisais un truc l'autre fois, il y a quelqu'un qui dit au-dessus de 5 millions, on est très, 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 très riche. Donc nous, on est très, 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 très riche. Très, très, très. Ouais. Très, très. Mais en fait, ouais. Ça t'a fait quoi ? L'argent, rien. Si. L'argent, ça m'a rassurée. Parce qu'en fait, moi, j'avais bossé très longtemps pour rien, comme je t'ai dit, gratuitement. Donc, j'avais plus d'économie, plus rien. Et donc, je me suis dit, c'est la sécurité, quoi. La sécurité et la liberté. La sécurité de me dire, la première chose que j'ai fait, c'est de faire le toit chez ma mère, parce qu'on avait des fuites. Donc, voilà. Mais tu vois, par exemple, ma mère, je lui ai dit, et quand je lui apporte, elle aime bien lire des magazines d'histoire, c'est son petit kiff. Chaque fois, elle me dit, mais Steph, t'as pas trop dépensé, il faut faire attention. Je lui dis, mais maman, t'inquiète pas, tu vois, j'en ai eu pour 4,90 €, là. Elle me dit, non, mais il faut que tu fasses très attention, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Voilà, quoi. Moi, j'ai été élevée comme ça, tout le temps. Donc, ça, c'est, en tout cas, moi, dans ma nature, tu peux pas t'en séparer. Et la liberté derrière. La liberté, quand t'as envie de faire quelque chose, de pouvoir le faire. Mais pareil, pas dans les excès, pas dans les... Ça a pas changé, ça a rien changé à ma vie quotidienne. Hein. Il y a un truc que t'as testé où tu t'es dit, tiens, je vais me faire genre une énorme journée shopping, je vais voir ce que c'est. Non. Je fais sans limite. Puis peut-être après, tu t'en reviens et peut-être que finalement, tu te dis, ah non, c'était nul. Non, mais tu sais, c'est des natures. Quand je dépense 100 € chez Zara, putain, je culpabilise, quoi. Je peux pas t'expliquer pourquoi, c'est comme ça. Le truc que j'ai fait, c'est que j'avais dit à mes potes les plus proches, si un jour je vends Kappa, je vous invite en voyage. Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, je les ai invités en Martinique. Donc, tu vois, c'est pas non plus... tu vois, on n'a pas fait le tour du monde. Hein. Bon, on est parti 7 jours en Martinique à 8. Parce que ils m'avaient supporté, ils avaient été là dans les moments difficiles. Quand j'arrivais avec 2 heures de retard au dîner, quand dans les week-ends, j'arrivais 24 heures après les autres et tout, tu vois, c'était chiant. Ouais. Et donc, je m'étais dit... voilà. Et donc, c'est le seul truc que j'ai fait. Non, la liberté, c'est que, voilà, quand tu vois un truc sympa chez Zara Home... je peux te le dire, je me suis acheté un plaid l'autre fois, 29,90 €, un plaid rose et avec les petites franges orange, un peu style mohair. Voilà, mais je te dis, j'ai tellement eu peur de manquer d'argent quand j'étais petite que même aujourd'hui, cette peur-là, elle est toujours là, mais en fait. Toujours. Mais c'est dingue parce que tu vois, le fait que tu te rappelles du prix de ton mais passage à la caisse. De tout. Ouais, mais ça, tu vois, c'est fou. Alors, j'arrive pas encore. En fait, j'ai pas encore assez de recul pour savoir si c'est un marqueur social assez fort ou si c'est vraiment une question de personne. Alors, en fait, il y a un truc. Alors, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, c'est pas le prix qui me dérange. Il y a des très, très belles choses ou des expériences incroyables qui coûtent très cher. Et je pourrais dire que j'ai les moyens de me le payer. En fait, le réflexe que j'ai dans mon cerveau, c'est le rapport qualité-prix. Bon. Donc, par exemple, un truc qui m'a grave fait chier, c'est que je mange souvent, quand j'ai pas le temps, les Happy Meal chez McDo. Le Happy Meal, il est passé de 4 € à 4,50 €. Je me suis dit, merde, 50 centimes, ça fait 12%, 13% d'augmentation. Ils sont gonflés, les gars, quoi.
Bon, voilà. Je te coupe. Mais donc, tu penses à toi ou tu penses à tous les gens qui consomment? Parce que je suis sûre avec ta personnalité, tu penses aussi à tous les gens qui consomment des Happy Meal et tu te dis... Mais bien sûr. C'est pas OK. Ouais, bien sûr, c'est pas OK. Parce que moi, je peux les payer, mais c'est pas OK pour eux, en fait. Ouais, et donc, en fait, moi, mon problème personnel dans ma vie courante, puisque je suis faite comme ça, c'est que je vérifie le rapport qualité-prix de tout. Donc, par exemple, je peux aller dans un restaurant où je sais que ça va me coûter 100 € par personne, mais c'est tellement extraordinaire que je me dis « Ah ouais, c'est pas cher ». Et puis je vais aller dans un restaurant où le plat va me coûter 14 €, c'est dégueulasse, et je vais dire non mais là ils abusent quoi. Donc en fait je calcule tout dans ma tête en rapport qualité-prix, tout. Tu me fais du bien en disant ça parce que moi aussi. Donc je vais chez Zara, tu vois, je trouve que même chez Zara il y a des trucs que je m'achète pas parce que là je me dis non mais là c'est trop cher. Je sais que ça va surprendre plein de monde. Mais moi mon kiff, alors j'ai quelques trucs que j'aime bien. Excuse-moi, je te coupe, quand tu étais salarié et que à la fin de ta carrière, j'imagine que tu avais des salaires à 6 chiffres. T'étais aussi là-dedans ou c'est vraiment, tu sais, Non, toujours. Ouais, ok. C'est pas juste l'expérience CAPA où tu es l'entrepreneur qui donne tout, qui se paye pas, et etc. Non. Ok. Voilà, c'est mon rapport à l'argent, je fais attention, Et t'as besoin que ce soit utile? Ou ça, c'est pas un critère pour toi, tu vois. T'achètes des choses, c'est pas grave si elles sont pas utiles. Elles te font plaisir, elles te font du bien. Non, très rarement. Ok. Faut que ce soit utile. Faut que ce soit utile. Ouais. Tu vois, je me suis acheté un téléphone un peu cher. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, j'avais un téléphone cassé avant pendant plein de temps. Puis là, je me suis dit, bon, Steph, il faut que tu sois actif sur les réseaux. Donc, il faut quand même que tu prennes des belles photos, des belles vidéos. Donc là, j'ai tout regardé. J'ai fait venir Olivier à l'Apple Store en lui disant, Olivier, est-ce que tu peux regarder avec moi quel téléphone tu me conseilles ? Voilà. Donc, oui, il faut que ce soit... Au final, il faut qu'il y ait une utilité. Mais ça peut être une utilité intellectuelle. Par exemple, j'aime bien lire. Donc je m'achète des livres, mais je sais que je vais les... Ouais. Ah, c'est marrant, ça fait bizarre de parler de tout ça comme ça. Hein. Mais merci de te livrer comme ça, parce que moi, merci, en fait. C'est la spécificité du podcast, et moi, j'adore, parce que, en fait... Moi, tu peux m'interroger sur tous les prix. Tu vois, je connais le prix de la baguette de pain, la différence entre chez Lidl et à la boulangerie. Je vais chez Lidl. Tu peux m'interroger. Quoi, je connais, je peux te sortir les prix. Combien ça coûte une baguette, combien ça coûte une pizza. Non, mais moi, donc, tu me demandes combien j'ai dépensé au resto pendant les vacances là-bas. J'ai à peu près l'ordre de prix de ce qu'on a dépensé. Je sais le budget que j'ai dépensé l'année dernière. Pas il y a 10 ans, mais je sais ce que j'ai pensé. Il y a des voyages, je sais très bien ce que j'ai dépensé, même 6-7 ans après. Ouais. Et après c'est pas grave. Moi, tu vois, il y a des potes qui me disent, mais Steph, t'as les moyens là. Cette paire de chaussures, elle te fait plaisir, machin. Mais encore une fois, je vais réfléchir. Tu vois, pour mon plaid à 29,90 € chez Zara, j'y suis allée, j'ai vu le truc, j'ai dit c'est sympa, tu dis 29 €, Steph, t'en as rien à foutre, quoi. Ah, mais impossible. Et donc, parce que je crois que la principale raison, c'est parce que j'ai vécu comme ça pendant des années. Donc, tu peux pas sortir de ce truc-là et c'est pas grave. Tu vois, une de mes missions, c'est... parce que personne n'a... Monsieur et madame tout le monde, et je me mets dedans, on n'a pas accès à comment vivent, comment pensent les gens qui connaissent une certaine forme de succès. Et toi, c'est dans l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, ce podcast, c'est casser les barrières de... En fait, toi, tu parles d'argent avec des gens qui aussi sont aussi dans l'entrepreneuriat, ont aussi fait ça. Et ça, t'en parles probablement à personne, en fait. Et avoir donné accès à ça à tout le monde, ben en fait, c'est... Ah, ok, donc il y a aussi... Il y a des choses que je vis, que je ressens... on peut réussir même avec ça, ou ça, peut-être, il faudrait que je travaille là-dessus, parce que je me rends compte que cette façon de penser, ça va pas me servir, etc. Et que chacun puisse trouver sa voie vers une autre vie, une vie... la vie un petit peu mieux que tu as envie de vivre, la vie un petit peu rêvée que tu as envie de vivre, avec où il y a plus de possibilités que dans ta vie actuelle, tu vois. Et alors moi, j'ai appris un truc, ouais, t'as raison, et moi j'ai appris un truc, peut-être avec l'âge, c'est de plus en plus de vivre dans le présent. Donc l'argent, souvent, ça te sert à combler du passé, ou à un moment tu vas pas bien, tu vas dire ouais, je vais me faire une journée de shopping et tout, c'est pas une critique quand je dis ça, tu vois, c'est... mais... moi, ce que j'ai compris, c'est que l'argent, ça... Alors,
On le dit souvent, l'argent, ça n'achète pas le bonheur, ça c'est une certitude. L'autre certitude, c'est que ça t'achète la liberté. Tu vois, si un jour, sur un coup de tête, j'ai envie d'emmener ma mère au resto, je vais l'emmener au resto. Je vais pas compter. Si j'ai envie de partir en voyage, je vais partir en voyage, tu vois. Donc, ça te donne vraiment cette liberté. Tu vois, même ta mère, visiblement, elle est encore chez elle, elle a sa maison, etc. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Ma mère, quand elle va chez le coiffeur, me dit, mais Steph, t'imagines, là, j'ai payé 86 € parce que c'est le coiffeur à Vitry-sur-Seine. Paris, ça pourrait être 150. Hein. Donc, elle a quand même sa petite coupe, sa coiffure. Je dis, mais maman, ne t'inquiète pas, c'est important que tu te sentes bien, que tu sois... Mais tu vois... Le fait de dire, en fait, ma maman... Ma mère, elle habite à Vitry-sur-Seine, on va faire les courses à Vitry, voilà. Et puis, elle pourra être dans l'établissement où elle a envie d'être, en fait. Parce que t'as les moyens. Ça, c'est énorme aussi de se dire, j'ai pas à me préoccuper de comment elle va vieillir et dans quelles conditions, parce que on a le choix. Ça, c'était le plus important, tu vois, pour moi, de m'enlever cette charge mentale-là. Non, mais je fais mes courses sur Carrefour Drive, je regarde les coupons de réduction, quoi. Mais non, mais encore une fois, j'ai été élevée comme ça. J'ai une grande chance, une chance extraordinaire, mais c'est d'avoir une fierté, d'avoir créé une entreprise, de l'avoir vendue au leader mondial, une somme reconnaissante, donc c'est aussi la reconnaissance du travail qui a été accompli, des clients qu'on avait, de la qualité des équipes, etc., etc. Mais l'argent qui est arrivé là, ça me permet d'être plus libre et d'avoir moins de charge mentale. Mais tu vois, je recommence une boîte et comme avant, quoi. Voilà, je pense que la nature humaine ne change pas. Tu peux t'améliorer. Moi, je souhaite à tout le monde de s'améliorer. Moi, j'avais plein de défauts. J'essaie de m'améliorer sur mes défauts. Je vois que ça marche un peu, hein, parce que mes potes me le disent, et mes collègues, et mes investisseurs et tout ça voient que j'essaie de m'améliorer. Mais là-dessus, je suis plutôt fière d'avoir ce rapport avec l'argent, parce que tu l'as dit tout à l'heure. En fait, moi, ça n'a pas changé ma vie, quoi. Et ça ne changera pas ma vie parce que je suis fière de mon parcours. Et donc, j'ai pas envie d'autre chose. Du coup, ça veut dire que c'était pas non plus... c'était pas un moteur? L'argent ? Ouais. Non. Quand tu crées Kappa, tu te dis, je vais créer un leader mondial, tu te dis, on va faire un exit, Donc, tu as déjà en ligne de mire de te faire acheter. Oui. Bah après, comme je dis souvent, quand tu fais une levée de fonds, soit tu meurs, soit tu es racheté, soit tu fais des LBO, quoi, ou tu vas en bourse. Donc mourir, nous, on avait passé cette étape-là. Donc oui, à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu sais que l'histoire, c'est ça, quoi. Là, pareil, ça sert à rien d'essayer d'hacker le système. Hein. Donc tu rentres dans un système et tu sais que c'est ça. Voilà. Et donc, oui, je savais. En tout cas, j'avais cette énorme ambition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pivoté. Parce que quand tu lances un job board et que tu te rends compte que le marché, il est trop petit, il faut que tu pivotes pour aller sur un marché plus gros. Comment tu mesures le succès ? Tu vois, là, c'était... parce que tu savais que tu voulais faire une boîte qui allait être achetée. Et dans un autre podcast, j'entendais que tu avais envie d'être acheté par le leader du marché, justement. Ouais. Du coup, tu vois, comment tu mesures ? T'aurais été racheté 5 millions dans une passe un petit peu difficile, en bout de course. C'est la même chose non, que... c'était l'enfer. Donc... Non, mais l'enfer, j'aurais fait une dépression et... Non, c'était l'enfer. Moi, je pense que je n'aurais pas pu supporter. Mes amis me le disent, j'avais tellement mis dans Kappa. J'ai mis ma vie. Moi, j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant des années. Les gens qui ne l'ont pas fait peuvent pas comprendre. Parce que quand tu l'écoutes comme ça sur un podcast, elle a bossé 7 jours sur 7, c'est sa passion, machin. Ouais, elle a choisi, quoi. Non, tu choisis pas. Tu choisis pas parce que quand tu lances dans l'entrepreneuriat, après, tu te dis, bon, allez, j'y vais parce que j'ai cette opportunité, j'ai ce momentum, etc. Mais derrière, tu as des responsabilités, quoi. Tu as les responsabilités de tes collaborateurs, faut pouvoir payer les salaires à la fin du mois, être chef d'entreprise, c'est le pire métier du monde, quoi. Peut-être pas le pire, pardon, par rapport à ce que j'ai dit avant, mais le plus dur. Moi, je pouvais pas je savais tous les jours combien on avait sur le compte. Je savais tous les jours si j'allais pouvoir payer mes collaborateurs ou pas. Des coups durs, on en a eu. Hein. Des gros coups durs, on en a eu. On va peut-être pas rentrer là-dedans. Donc, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Mais au dernier, jusqu'à à tous mes souffles, toutes mes pensées, tout mon temps, etc. pour essayer que ça marche, quoi. Et du coup, sachant tout ça, c'était quoi le minimum... Enfin, tu vois, comment tu mesures le succès, du coup ? Ça aurait été quoi
la sortie, la finalité de tout ça qui n'aurait pas été un succès? Parce que j'ai l'impression que c'est pas lié à l'argent, mais peut-être que si, un peu. Non. Moi, j'avais dit, mais au tout moment du pivot, mon rêve, ce serait qu'on soit racheté par le leader mondial Adecco. Pour moi, c'était ça le succès. C'est une sacrée histoire. Hein. C'est une sacrée histoire. T'en as pas beaucoup, hein, des boîtes en France qui sont rachetées par le leader mondial, un petit peu moins de 100 millions. Hein. Non. T'en as pas beaucoup. Donc, et voilà, la reconnaissance, pour moi, elle est là. Elle est que, en fait, et je dis ça, on est le 8 mars, la journée des femmes, à toutes les filles et les jeunes filles qui nous écoutent. N'hésitez pas à être entrepreneur, c'est dur, mais c'est beaucoup moins dur qu'il y a 10 ans et encore moins dur qu'il y a 20 ans. Il y a plein de choses disponibles sur Internet. On peut être entrepreneur, ouvrir sa boutique ou lancer une start-up dans la deep tech, etc. Mais n'hésitez pas à regarder parce que c'est une aventure incroyable où on apprend beaucoup de choses, où on travaille beaucoup sur les valeurs. Moi, où on grandit beaucoup, donc voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Encore une fois, il y a aussi des salariés qui sont intrapreneurs, qui prennent en main voilà, et quasiment tous les salariés sont comme ça. Je sais pas comment bien dire les choses, pardon, parce que là c'est très très. Tes questions sont quoi, tu vois, relèvent de l'ordre du très intime, du caractère, etc. Non, voilà. Un peu d'introspection, j'avoue. mais comment je mesure le succès? D'abord par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Tu vois, c'est un peu sur le paraître dont tu parlais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je m'étais fixé un objectif et je l'ai atteint. Et c'était quand même un gros objectif. Et je suis très, très fière de ça. Ouais. Je suis très, très, très fière de ça. Et après, le succès, je l'ai vu dans les yeux de mes équipes. Et ça. Tu vois, quand Julien Ross, il m'a dit « Steph, je suis OK pour monter une boîte avec toi », tout est gagné, quoi. Parce que le mec, j'ai été sa boss. Donc tu vois, donc non seulement ça prouve que il m'a respectée en tant que personne qui avait une vision, qui savait l'exécuter, mais au final j'étais sa boss, quoi. Tu vois, après on a construit une relation et la relation boss salarié, c'est pas la même chose que la relation cofondateur et tout. Et pourtant il a sauté le pas. Et il y a d'autres collaborateurs avec qui j'ai travaillé il y a très très longtemps qui nous rejoignent, etc. Pour moi, ça c'est le succès. Ça c'est le succès. Et qu'est-ce que l'enrichissement, la vente de Capa a changé pour les autres? Est-ce que tu as vu des différences? Ah oui. On te regarde plus pareil? Alors, je pense surtout chez les entrepreneurs, dans mon écosystème. Parce que si tu veux, je suis passée un peu pour la ringarde de service. Tu sais, il y a eu cette grosse période entre 2019 et 2022 où il y avait des énormes levées de fonds. Oui. Et donc, nous, on a levé que 11 millions. Ce qui est déjà énormément d'argent. Hein. Et moi, je voyais des boîtes. Et donc, je passais vraiment pour la ringarde de service dans certains... Ringarde? Bah ouais, parce que si tu veux, moi, je levais pas 100, 200, 300 millions. L'unité de mesure, c'était ça. Et puis, mais moi, je savais que cette unité de mesure, il était futile. Parce qu'en fait, c'était au moment où l'argent valait 0. Et donc, les fonds d'investissement, les banques et tout ça avaient tellement d'argent qu'il fallait bien qu'ils l'investissent quelque part. Et là, on me disait quoi? Alors, rien compris. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, j'avais compris que dans le secteur dans lequel on était, en fait, il y avait une espèce de plafond de verre au montant d'achat. Tu vois, quand tu regardes les valorisations en bourse des majors de l'intérim, qui font des boules remarquables, qui ont des chiffres d'affaires à des dizaines de milliards, en fait, le ratio de la valorisation de la boîte en bourse, il peut être surprenant. Et donc, j'avais assez vite compris que ça servait à rien de faire beaucoup de levées de fonds parce qu'on ne serait jamais racheté autrement. Et après, faire des LBO, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et puis, c'est aussi une autre histoire que moi, je ne voulais pas. Ce n'était pas l'histoire que je voulais pour plein de raisons. Ce n'est pas le sujet là. Donc, ça a vraiment changé là. Ça a vraiment changé. Et en plus, et ça, ce que j'apprécie beaucoup, et donc merci à tous les entrepreneurs, c'est vraiment, ils ont cette image de résilience. Ils disent, Steph, c'est la personne qui a le plus encaissé et qui a le plus résisté. Et ça, j'en suis super fière. Parce qu'en fait, on était sur un marché où il n'y avait pas de stickiness des clients, des marges très très faibles. De fidélité des clients. En fait, une boîte, elle a besoin d'intérimaires.
Si tu les as pas disponibles, si tu les trouves pas à un instant T et que ton concurrent à côté les trouve, il va tout de suite passer sur les concurrents. Si un concurrent baisse ses marges, il va tout de suite passer chez le concurrent, etc., etc. Donc en fait, c'est un métier, l'intérim, mais ultra dur, où en fait, c'est ton business, c'est un business de service avec des intérimaires. Donc tout est dur, tout. C'est le métier le plus dur du monde. Avec des boîtes comme Randstad, Manpower, Adecco, Crit, qui font vraiment un boulot remarquable. Nous, on a essayé de disrupter ce marché. Voilà. Donc, en fait, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est quand tous ces entrepreneurs me disent, en fait, Steph, t'avais raison et t'as été très, très résiliente et t'as trouvé les bons trucs. Et donc, ouais, ça me fait plaisir de mes pairs qu'ils disent ça de moi. Aujourd'hui, tu te relances dans une nouvelle aventure. Ouais. À 50 ans passés. C'est une fierté aussi d'être une femme quinca qui a réussi. Et est-ce que tu as l'impression d'ouvrir une voie ou encore une fois, c'est pas ton sujet Non, c'est pas du tout mon sujet. Ouais. Alors quinca, dans ma tête, moi j'ai 28 ans. Yeah. Ouais. Donc en fait, tu vois, je vis une vie comme si j'avais 28 ans. Voilà. Et alors pour le coup, plus on vieillit, je dis ça à tout le monde parce que en fait, l'âge m'a toujours fait peur parce que moi, mon père est mort, il avait 42 ans. Et jusqu'à ce que j'ai 42 ans, j'ai toujours eu très, 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 très peur. Et un jour, j'ai lu un truc sur Facebook où quelqu'un disait que quand on est vieux, on a la chance d'être vieux. Et en fait, c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 70, 80, 65, 40, 43. Et en fait, ces gens-là, ils ont la chance d'avoir cet âge-là. Il y a tellement de gens qui meurent jeunes ou très jeunes. Et donc, en fait, pour moi, l'âge, c'est pas qu'on devient vieux, c'est qu'on a de plus en plus d'expérience. Et alors moi, je me sens à un moment de ma vie où en fait, je suis ultra puissante dans mon corps et dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai appris tellement de choses, et avec cette expérience CAPA, plus la révolution de l'intelligence artificielle arrive, que je pense être une des bonnes personnes pour lancer une nouvelle boîte dans l'IA. Et bien sûr, avec Julien et les équipes qui sont extraordinaires. Mais moi, personnellement, je me sens intellectuellement au meilleur, en toute puissance de ma life. J'ai retrouvé la question que je voulais te poser parce que je sais que, et c'est en directe continuité, ce que je comprends, c'est que pour toi, il y a une importance énorme à l'expérience. Et je sais que, pareil, je t'ai entendu dire ailleurs, je sais plus où, que c'était très étonnant pour toi de voir arriver autant de jeunes dans le business, et notamment dans les business dans lesquels je suis, moi, plutôt les business de formation en ligne, les business d'infoprenariat, et que c'était à la fois que tu regardais ça peut-être avec à la fois un œil très curieux, très admiratif, mais aussi un peu dubitatif, tu vois, en mode, ils essayent pas un petit peu de griller les étapes? Alors, t'as commencé par dire très admirative, d'accord? Ouais, moi je pense qu'il y a les deux. Donc, moi je suis très admirative. Encore une fois, j'essaie d'avoir une vie assez cohérente. Et donc, comme je respecte tous les entrepreneurs, tu peux entreprendre à 15 ans parce que tu vas avoir une idée d'une appli un peu sympa que tu vas développer sur ton ordinateur à la fin des cours. Ou tu peux... voilà. Donc, non, moi, très admirative, encore une fois, de tous les gens qui travaillent, qui ont de l'audace et du courage. C'est vraiment les trois mots que j'aime bien en ce moment. Et après, il y a quand même un peu d'arnaque. Donc, je dis, attention les gars. Voilà, attention les gars, faut faire attention. Renseignez-vous, mais dans tous les business, c'est comme ça. Renseignez-vous, appelez des gens qui ont fait telle formation ou qui ont acheté tel truc pour savoir si c'est vraiment utile ou si c'est pas une traduction française d'une formation américaine que vous pouvez acheter 10 fois moins cher, etc., etc. Voilà. Et après, je suis... je fais très attention, moi, perso, à tous ces trucs de développement personnel à la con, là. Comment, en gros, voilà, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est encore une fois très personnel. T'as jamais, dans ton parcours, fait appel à un coach, par exemple, ou à quelqu'un pour te apporter du soutien mental ou... Si. Alors... on a fait un appel quand j'ai recruté Laurent Delaporte, qui est devenu mon co-CEO chez CAPA. On a fait appel à un coach pendant quelques semaines pour nous aider à mieux nous connaître, à mieux fonctionner ensemble et donc à être beaucoup plus efficace. Tu vois, 1 + 1 = 5. Et donc, c'était cool. Roland, d'ailleurs. Il s'appelle Roland. Pour ceux qui veulent un super coach pour des CEO, n'hésitez pas à me demander. Voilà, c'était une expérience super sympa. C'est intéressant d'avoir un regard
un regard extérieur sur soi. Moi, j'aime bien, hein, tu vois, débattre là-dessus et j'aime bien écouter ce que les gens disent de moi pour voir si je peux m'améliorer sur des choses. Donc voilà. Donc, encore une fois, moi, ce qui me fait vraiment kiffer en ce moment, c'est que le monde va très, très, très vite. Alors, ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais moi, je pense que le monde est en train de changer très rapidement et je pense que ce sera que pour du mieux, puisque, comme je te l'ai dit, je suis très optimiste et très positive. Mais donc ces gens-là, ces personnes-là qui se lancent aussi, qui ont 22 ans et qui sont développeurs personnels, moi, personnellement, je suis très intriguée parce que je me dis, bah écoute, qu'est-ce que tu as eu comme... Qu'est-ce que tu as rencontré comme ta vie, dans ta vie, voilà. Après, s'ils réussissent, moi, je dis, putain, bravo, les gars. Et tu vois, pour le coup, je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font en disant, merde, faut pas que je sois larguée. Donc, alors, tu vois, je décrypte les vidéos, je décrypte les messages, etc. Moi, j'ai commencé mon parcours sur l'éducation financière, budgétaire il y a 5 ans. Et avec le recul, je me dis, oh là là, mais j'en savais tellement peu. Et en même temps, je me dis, heureusement que j'étais pas consciente de tout ce que je savais pas. Et puis finalement, je vendais à l'époque mon expertise de l'époque, qui déjà a aidé plein de gens, tu vois. Mais je pense que dans mon parcours, à plein de moments où je me demandais, pourquoi ça marche pas mieux, etc., j'ai sous-estimé le poids de l'expérience. J'ai sous-estimé que, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose que tu peux pas tellement accélérer, c'est quand même ton expérience et ce que la vie t'amène. Et moi, la plus grosse partie de mon expérience, elle vient de tous les investissements que j'ai faits, notamment de l'immobilier, etc. Mais tu fais pas 1,5 million de patrimoine en 3 mois. Exactement. Ouais. Et donc, il a fallu faire ça, il a fallu que je me coltine. On a fait pour des centaines de milliers d'euros de travaux. Donc j'ai appris ça, en fait. Bien sûr. Mais c'est pas en faisant appel à un peintre pour 5 000 balles qui va refaire la peinture du salon que je vais m'y connaître en travaux, si tu veux. Et ça, je sais que je l'ai sous-estimé pendant pas mal de temps. L'expérience qu'il me fallait. Et aujourd'hui, je mets plus de conscience et plus de temps et plus d'argent aussi sur comment je peux acquérir encore plus d'expérience et la maximiser. Mais je sais qu'il y a un temps qui est incompressible. Et si j'arrive à durer longtemps, je sais que là, je vais plier le game parce que j'aurai et l'expérience et le fait d'avoir duré dans le business. Mais je te rejoins, évidemment. On ne peut pas dire que... il y a beaucoup de fake it until you make it dans l'infoprenariat. Il y en a dans l'entrepreneuriat start-up, puis il y en a aussi dans moi. Et après, moi, j'ai un esprit critique qui est très développé. Pas critique au sens où je vais critiquer, tu vois, de façon négative je vois. Une boîte ou une personne, etc. Mais j'ai un esprit critique. C'est-à-dire que dès que je vois un nouveau produit, je vais essayer d'aller comprendre comment il a été fait, qu'est-ce qu'il apporte vraiment, est-ce que c'est fake ou pas. Comment il fait pour être mieux et moins cher, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils ont résolu comme problème pour réussir qui revient aussi à l'analyse du qualité-prix, tu vois, en permanence, quoi. Donc, cet esprit critique m'aide beaucoup à analyser des nouveautés et des personnes. Pour parler un petit peu de Volubile, t'as réinjecté de tes... Ouais. Ok. Mais vous allez quand même lever des fonds ou finalement vous partez sur un autofinancement Non, parce que c'est... alors en fait, donc Volubile, c'est un agent conversationnel vocal. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on a développé... Alors j'aime bien dire une machine parce que j'aime bien, je trouve ça mignon. Mais on a développé une machine qui parle et qui converse comme un être humain. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Cette machine, elle va faire des appels téléphoniques entrants ou sortants. D'accord? Donc, on peut remplacer certaines activités commerciales et on peut remplacer des activités de relations clients. Moi, le sortant, ça me fascine. C'est un truc de malade. Je veux. En plus, on utilise ma voix et souvent, les gens disent « Au revoir, madame ». Donc, ça veut dire que c'est gagné. En fait, ça va venir très, très bientôt, là. Ça y est. Là, on commence la commercialisation chez des clients. Et donc, on attend de développer
plusieurs dizaines de clients pour mettre à disposition la démo, etc. Parce qu'on veut rester un peu, tu vois, under the line. Moi, je fais de la location courte durée. Ouais. Et du coup, on a automatisé beaucoup de choses, mais c'est que des messages écrits qui sont automatisés à l'intérieur des plateformes, etc. Et en fait, quand tu n'as aucun contact humain avec les locataires, eh bien, il y a un peu le locataire met moins de soins dans ton appartement. Globalement, quand tu fais des accueils physiques, tu as un taux de dégradation qui est moins important. En fait, c'est logique. Voilà, logique. Comme ça. Et donc, on essaye au maximum d'intégrer ça. Et il y a aussi toutes les conversations que tu envoies des messages automatisés. Ça, c'est chiant. Mais les gens ont quand même des questions. Les gens te disent « Ah bah merci, on a hâte de venir dans votre séjour. » Et il faut leur répondre. Et c'est vrai que c'est encore des... T'es encore en mode humain à répondre avec des messages préenregistrés, mais dans le monde dans lequel on vit, enfin, moi, j'y vois une application ouf sur la gestion des voyageurs. Il y a toujours des trucs sur un humain qui devrait le faire, mais il y a tellement de sujets sur lesquels des robots peuvent le faire. Bien sûr, un autre exemple, le recrutement. Tu reçois un CV. Aujourd'hui, quelquefois, dans les agences d'intérim, par exemple, il faut peut-être 1 ou 2 jours parce que t'as pas le temps, parce que voilà. Là... Volubil t'appelle en disant bonjour, je vous appelle parce que vous venez de déposer votre CV, j'avais juste 2 petites questions pour compléter. Ouais, bien sûr. J'avais juste 2 petites questions. Est-ce que vous êtes disponible tout de suite ou est-ce que vous êtes en poste? Et vous avez dit que vous étiez cariste. Est-ce que vous avez votre CACES à jour? Et est-ce que je peux vous proposer une mission très rapidement, quoi? C'est un truc de malade. Moi, j'avais plusieurs dizaines de personnes chez Capa qui le faisaient il y a encore quelques années au téléphone. Et donc, donc moi, j'ai investi de l'argent avec Julien pour qu'on recrute vraiment les premiers collaborateurs de l'équipe pour faire ce qu'on appelle le POC chez nous, le Proof of Concept. Donc là, ça y est, le POC est fait, on commence à commercialiser. Mais on sait que c'est un énorme marché, qu'il va y avoir beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de monde sur le text-to-text, c'est-à-dire, par exemple, les chatbots. Pourquoi ? Parce que dans le vocal, tu as un énorme problème qui est la latence. Tu vois, nous, on se parle, tu vas me couper la parole ou moi, je vais te la couper la parole et tu vas répondre tout de suite. Si la machine, elle met 7, 8, 10, 20 secondes à te répondre, tu dis, bon, c'est une machine, tu raccroches. Un peu comme toi, si tu n'as pas un accueil physique dans ta location, ça dégrade l'expérience. Voilà. Donc c'est très noir et blanc, hein. Et donc il faut avoir le meilleur produit, mais le go-to-market va nécessiter des fonds. Moi j'ai l'habitude de bosser avec des investisseurs, des VC. J'adore parce que c'est des gens qui connaissent, ils reçoivent des milliers de dossiers de start-up, donc ils savent vraiment comment ça marche. Moi, j'aime bien aussi ce rendez-vous du board avec les investisseurs tous les mois ou toutes les 6 semaines parce que ça te permet de voir si tu es en temps et en heure par rapport à ton marché, si tu vas suffisamment vite. Voilà, donc oui, on va certainement faire une levée de fonds avec des fonds VC. Et juste petite question de curiosité, quand tu as le parcours que tu as, tu arrives à lever sur une idée ou un PowerPoint, comme on dit, ou ils attendent quand même les premières métriques? Alors en fait, écoute, on va commencer prochainement, donc je peux pas te répondre. C'est sûr que le track record d'avoir été très frugal sur l'argent, c'est à la mode aujourd'hui. Hein. Tu vois, encore une fois, 2018-2022, c'était faut faire des énormes levées de fonds, il faut dépenser. Faut que tu aies la plus grosse équipe tech. Moi, je voyais des boîtes où je me disais, mais attends... T'as 20 personnes en tech, ils annonçaient 100. Moi, j'ai vu une boîte qui se vantait d'avoir 80 personnes au produit, quoi. Je me dis, mais comment tu gères 80 personnes au produit quand t'es une start-up? Pour moi, c'était pas raisonné ni raisonnable, quoi. Donc moi, j'ai plutôt l'image de quelqu'un de très frugal. Bon, tu l'as compris aussi dans mon rapport à l'argent dans ma vie personnelle, voilà. Donc tu vois, ça... Mais donc c'est à la mode en ce moment, c'est de dire l'argent... coûte quand même plus cher qu'avant, il y en a moins. Les VC, j'ai l'impression, aiment bien aussi les repeat entrepreneurs. Tu vois, quand t'as monté une boîte from scratch, que dans un domaine très compliqué comme le nôtre, tu l'as vendu au leader mondial, ça prouve qu'on a quand même fait on a pris des bonnes décisions, on a fait des bonnes choses, on avait la bonne équipe. Voilà, c'est des choses qu'on peut pas t'enlever, ça. On peut pas te les enlever. C'est voilà. Maintenant, on part sur un sujet très différent, mais avec Julien où on a déjà bossé ensemble pendant 6 ans, donc on se connaît bien. Oui, le track record, ce qu'on dit, ton track record, il compte. Compte. Après, le monde, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Donc, moi, je repars vraiment dans ma tête à zéro.
Même si Kappa m'a fait beaucoup apprendre et m'a fait apprendre en plus jusqu'à une vente. C'est ça qui est génial. Tu vois, il y a très peu d'entrepreneurs qui ont la chance qui vivent d'aller apprendre cette expérience de la vente au leader mondial. Moi, j'ai appris jusque-là. Donc ça, c'était incroyable, tu vois. Parce que les moments où on a failli tout perdre, je les ai vécus pour le coup. Tu vois. Donc il y a des boîtes qui ferment, mais moi j'ai failli aussi. Bon, voilà. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais oui. J'adorais te questionner là-dessus, mais après là on va manquer de temps. Alors du coup, on n'aura pas cette partie-là de l'histoire. Honnêtement, l'équipe est incroyable, le sujet qu'on fait est incroyable, et puis en plus, on est juste à lancer le produit au bon moment. Tu vois, là, l'IA est partout. Aujourd'hui, nous, on part from scratch, donc on n'a pas de dette technique, puisqu'on a développé toute notre plateforme, voilà, et le cœur du moteur autour de ces nouvelles technologies. Donc, je croise les doigts. Mais après, tu sais, tu repars comme en 40, il faut faire un deck, faut avoir la meilleure équipe, faut avoir un bon PNL, mais qui est cohérent. Là, on est sur un sujet, on pourra aller à l'international assez vite. Donc voilà. Là, si tu veux... Ah bah tiens, je vais te dire un truc. Là, si tu veux, ce qui était marrant pour Volubile, c'était que Kappa, c'est un business tellement dur, l'intérim, et moi je respecte vraiment toutes les agences d'intérim avec le boulot qu'elles font, parce que je sais à quel point c'est dur. Et je me suis dit, voilà tout ce qui est dur, et voilà tout ce qu'on va pas faire. Et donc j'avais fait cette grille de critères, tu vois, en disant... et puis l'IA est arrivée. Et donc, on s'est posé la question de quelle difficulté majeure pour une entreprise ça pouvait aider à résoudre. Et on a vraiment construit Volubile autour de ça. Mais à côté de ça, j'avais plein de critères en disant il faudra que la boîte, ce soit plutôt du B2B, avec du repeat revenu, parce que moi, la boîte, elle était B2B2C, il n'y avait pas de repeat revenu, internationalisable tout de suite, alors que l'intérim, c'est super compliqué à internationaliser. Bon, j'avais une liste de 30 critères en me disant... Le projet où intellectuellement je me sens le plus fort, il va falloir qu'il y ait tous ces critères-là pour cocher, pour que vraiment on sait que notre boîte, elle peut devenir énorme. Alors, c'est pas arrogant de dire ça, parce que vous inquiétez pas, hein, je retravaille comme en 40, ça y est, quasiment 7 jours sur 7, etc. Mais le fait d'avoir tous ces critères cochés nous donne une longueur d'avance. Quand j'ai créé Kappa, j'ai pas réfléchi comme ça, parce que je le savais pas. Donc, je me suis mis des difficultés sur la tête monstrueuses. Mais ça a payé. Voilà, ouais. Avant qu'on se quitte, ça va être très simple parce que je vais te poser des questions A ou B. Ah, d'accord. Ok. Et donc, tu vas répondre du tac au tac. Donc, A ou B? Ouais. Vas-y. Entrepreneur ou investisseuse? Entrepreneur. Travail ou chance? Travail. Salariat ou entrepreneuriat? Entrepreneuriat. Moi, ce que j'aime bien, parce que des fois, je pose ces questions-là, j'ai l'impression d'avoir déjà la réponse avec tout ce qu'on s'est dit, mais mes invités, non, ils apportent une nuance, Alors, je vais juste apporter une nuance. Moi, je respecte tous les salariés, parce que je l'ai été et qu'il en faut, et que je dis quand même, l'entrepreneuriat, c'est très, 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 très dur. Donc, il ne faut pas croire que c'est hop, je me lance. Et en particulier, il ne faut pas croire les gens qui vous disent inscris-toi à ma formation et dans 2 mois, tu feras 30 000 euros par mois. Ça, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Donc oui, entrepreneuriat, parce que moi, j'adore ma vie, mais le prix est très, très, très élevé. Ouais. Couche tôt ou couche tard? Couche tard. Podcast ou lecture? Lecture. Télévision ou réseaux sociaux? Réseaux sociaux. Dette ou equity? Equity. Dépensière ou économe? Je pense qu'on a la réponse. Économe. Maximaliste ou minimaliste? Plutôt minimaliste. Et attention, la question piège, j'ai posé la même à Jean-Pierre Nadir. Kelly Massol ou Anthony Bourbon? Kelly Massol. C'est ma copse. Et puis Girl Power, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Alors, bien sûr, Kelly. Merci, que j'embrasse. Merci beaucoup à toi. Et vraiment, j'ai passé un moment très particulier. Ouais. Tu m'as posé des questions certaines auxquelles j'avais pas réfléchi, tu vois, de façon aussi où il faut répondre, quoi. Voilà, tu sais, quelquefois, tu as des trucs dans la tête. Vraiment, merci. Un moment incroyable qui m'a fait beaucoup de bien. Oh la vache!
Ça vient me toucher. Merci beaucoup, vraiment, parce que je travaille très fort. Je crois que c'est hyper important. Tout ce que j'essaye de faire sortir de mes invités avec le plus de bienveillance possible, parce que je pense que ça peut aider le monde. Ouais. Et c'est une vraie mission pour moi. Alors, je te remercie beaucoup. Et comme tu... Alors, mission accomplie, hein. T'as dit malheureusement que tu répondais à tous les messages. Alors, effectivement, si on veut te joindre, c'est plutôt LinkedIn, plutôt Insta ? Plutôt LinkedIn, ouais. Ok. Allez, vous pouvez contacter Stéphanie sur LinkedIn, elle vous répondra. Et merci infiniment à toi. Merci à toi.